Le procès d'Andrew Brunson s'ouvre ce lundi à Ankara. De nationalité américaine, le pasteur est accusé d'activité terroriste. Il dirigeait avec son épouse une église protestante à Izmir, dans l'ouest du pays, lorsqu'il a été arrêté par les autorités turques en octobre 2016. Maintenu en prison depuis lors, sa détention est l'un des principaux dossiers qui enveniment les relations entre les États-Unis et la Turquie. Le pasteur américain est notamment accusé d'avoir agi pour le compte du réseau du prédicateur Fethullah Gülen, à qui Ankara impute le putsch manqué de juillet 2016, mais aussi pour le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK. Ces deux organisations sont considérées comme terroristes par la Turquie. Andrew Brunson est également accusé d'espionnage à des fins politiques et militaires. S'il est reconnu coupable, il risque deux peines de 15 et 20 ans d'emprisonnement. Les accusations retenues contre lui sont toutefois moins lourdes que celles énoncées dans un premier acte d'accusation publié le 13 mars. Il y était accusé d'être membre de l'organisation gouléniste et risquait la prison à vie. L'acte d'accusation énonce désormais clairement qu'il n'est pas poursuivi pour appartenance à un groupe terroriste, que ce soit celui de Fethullah Gülen ou le PKK. Donald Trump n'en finit décidément pas avec les critiques. Et cette fois, c'est l'ancien directeur du FBI qui lance un pic à Donald Trump. James Comey a remis en cause la capacité morale du président américain à diriger les États-Unis. Au cours d'une interview accordée à la chaîne de télévision ABC, il a déclaré que Donald Trump est moralement inapte à diriger le pays. Tout au long de l'entretien, Comey a dressé un portrait très sombre du président américain, présenté comme un menteur qui salit tous ceux qui sont autour de lui. James Comey a été limogé en 2017 par Donald Trump de son poste de chef du FBI. Le président américain avait mis en cause la manière dont le FBI avait mené l'enquête sur l'usage illégal par la démocrate Hillary Clinton d'un serveur privé pour ses emails lorsqu'elle était secrétaire d'État. Comey vient de publier un livre de 300 pages dans lequel il dresse un portrait au vitriol de Donald Trump. Il l'y accuse d'être obsédé par son image et peu soucieux du bien public. Le livre présente Donald Trump comme un patron mafieux, un être malhonnête et égocentrique. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Suffrage votant 563, suffrage exprimé 534, majorité absolue 268, pour 454, contre 80. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. La séance est suspendue. Au premier jour de la 4e séquence de grève contre la réforme ferroviaire, le trafic sera encore très perturbé à la Société nationale des chemins de fer français ce mercredi. En effet, les cheminots ont entamé ce mardi soir leur 4e épisode de grève, au lendemain du vote en première lecture à l'Assemblée nationale française du projet de réforme de la compagnie ferroviaire publique. Ça m'a affecté sur les grandes lignes parce que j'ai dû refuser une journée de boulot et parce qu'il fallait du coup partir la veille et ça je pouvais pas. Donc ça m'a affecté, oui, sur mon pouvoir d'achat direct. Et d'ailleurs, je suis parti très tôt ce matin parce que mon train de cet après-midi était supprimé. Donc j'étais touché par la grève, mais bon, que voulez-vous ? Alors que les grèves se multiplient secteur par secteur en France, des syndicats organisent jeudi une mobilisation nationale et interprofessionnelle dans l'espoir de constituer un front uni contre les réformes tous azimuts du président Emmanuel Macron. L'Assemblée nationale cubaine a ouvert ce mercredi une session inaugurale destinée à désigner le nouveau président de l'île, ouvrant ainsi la voie à une transition historique après 6 décennies de pouvoir exclusif des frères Castro. L'identité du nouveau chef de l'exécutif de Cuba doit être révélée jeudi matin à l'issue de cette session parlementaire entamée en présence de Raúl Castro et de son successeur présumé, le numéro 2 du régime, Miguel Díaz-Canel. Selon le programme publié par les médias officiels, les députés doivent d'abord inaugurer la nouvelle législature et désigner leur cadre avant d'élire dans leur rang les 31 membres du Conseil d'État et simultanément le président de cet organe exécutif suprême qui succédera à Raúl Castro.
Depuis la révolution de 1959, Cuba n'a connu qu'une seule véritable transition à sa tête. C'était en 2006 quand Fidel Castro, atteint par la maladie, a passé le témoin à son frère cadet Raúl, après plus de 40 ans de pouvoir sans partage. C'est aujourd'hui au tour de Raúl Castro de céder sa place à un représentant de la nouvelle génération qui devrait, sauf surprise, être le premier vice-président Miguel Díaz-Canel, un civil de 57 ans. C'est une manifestation contre les réformes d'Emmanuel Macron. Ils sont des milliers à envahir les rues de Marseille pour soutenir la CGT qui tente de dresser un front commun en vue de la convergence des luttes contre les réformes du chef de l'État français. Cheminots, fonctionnaires ou encore étudiants, les mouvements de colère se sont multipliés ces dernières semaines contre les velléités réformatrices du jeune président. En marge de la mobilisation nationale, les syndicats ont annoncé ce jeudi 133 manifestations dans toute la France. Les transports ferroviaires sont largement perturbés depuis début avril, avec 2 jours de grève tous les 5 jours à la SNCF. L'opérateur ferroviaire français est secoué par un mouvement de protestation contre la réforme du rail. Celle-ci entend notamment mettre fin au statut avantageux des cheminots, incluant entre autres l'emploi à vie. Si la réforme n'est pas appréciée dans le rang des syndicats, du côté du gouvernement français, on affirme qu'elle est nécessaire pour améliorer la rentabilité de la SNCF dans la perspective de l'ouverture du secteur à la concurrence. L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, le Brésilien Neymar, a déclaré ce mardi lors d'un événement promotionnel à Sao Paulo, dans le sud du Brésil, qu'il ne retrouverait pas les terrains avant la dernière quinzaine de mai, semblant exclure implicitement un retour au sein du club parisien pour toute la fin de la saison. Et ce, alors que le dernier match de championnat du Paris Saint-Germain se jouera 2 jours plus tard, le 19 mai. Il n'y a pas encore de date exacte. Le dernier examen est autour du 17 mai, si je ne me trompe pas. À partir de là, je verrai mieux quand je suis déclaré apte à rejouer. Tout dépend de comment les choses évoluent. Ça dépend de mon prochain examen. Mais pour vous donner une date approximative, je devrais être libéré le 17 mai. Que esteja liberado. Et quand je recommencerai à m'entraîner, je me donnerai encore plus à fond parce que c'est comme un rêve qui se rapproche, la Coupe du Monde. J'ai attendu cette opportunité pendant 4 ans et c'est tout prêt, donc j'espère y être et avoir la forme. C'est très difficile d'être blessé, mais je suis plus reposé. Il faut voir le bon côté des choses et je dirais que c'en est un. Donc oui, j'aurai assez de temps pour me préparer pour la Coupe du Monde. L'attaquant le plus cher de l'histoire du football semble ne vouloir prendre vraisemblablement aucun risque de rechute avant la Coupe du Monde en Russie qui débute le 14 juin prochain. Pour rappel, Neymar a été opéré d'une fracture du 5e métatarsien, un os du pied droit à Belo Horizonte par le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasma, après s'être blessé le 25 février dernier lors d'un match de championnat de France contre Marseille. Pour la première fois depuis près de 6 décennies, le Cuba ne sera plus dirigé par un Castro. Et pour cause, Raúl Castro a officiellement cédé la présidence à son dauphin désigné, Miguel Díaz-Canel. Désigné comme seul candidat ce mercredi, ce civil de 57 ans a été comme attendu, confirmé ce jeudi par les députés pour un mandat renouvelable de 5 ans, avec 603 voix sur 604 possibles, soit 99,83% des suffrages. J'assume la responsabilité pour laquelle j'ai été élu avec la conviction que tous les révolutionnaires cubains, peu importe le poste que nous occupions, le travail que nous réalisions depuis n'importe quel poste ou tranchée de la patrie socialiste, nous serons fidèles à l'héritage exemplaire du commandant en chef, Fidel Castro Ruz, leader historique de notre révolution, et également à l'exemple, au courage et aux enseignements du général de l'armée, Raúl Castro Ruz, actuel leader du processus révolutionnaire. Le nouveau président qui devra maintenir l'équilibre entre la réforme et le respect des principes essentiels du castrisme devra d'emblée s'atteler à poursuivre l'actualisation d'une économie encore étatisée à 80%.
Parmi les chantiers à mener figure en tête la suppression de la double monnaie. Miguel Díaz-Canel pourra aussi compter sur le soutien de Raúl Castro qui pourra l'accompagner en gardant les fonctions de secrétaire général du parti unique qu'il ne devrait abandonner qu'en 2021. Par ailleurs, la nomination des membres du Conseil des ministres devrait intervenir dans les prochains jours. Emma Coronel, l'épouse du baron de la drogue mexicain présumé Joaquín El Chapo Guzmán, a dénoncé les conditions de détention de son époux. Elle affirme n'avoir pas été autorisée à échanger avec lui depuis son incarcération. Ça fait 15 mois que je ne l'ai pas vu. Je ne le vois qu'au tribunal, c'est tout. Je n'ai aucun contact avec lui. Rien par téléphone, aucun coup de fil. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont accordé aucune visite, aucun appel. Les seuls à le voir sont les filles et les avocats. Ce qui m'inquiète avant tout, c'est sa santé, parce que je sais qu'il est vraiment dans un mauvais état psychologiquement, d'après ce que m'ont dit les avocats. Et c'est ça qui m'inquiète. Comment est-ce qu'il peut aller au procès s'il n'est pas en bonne santé? Bien, si está mal de salud. Es todo. Emma Coronel a 2 filles jumelles avec El Chapo. Ce dernier est accusé d'avoir dirigé pendant plus de 20 années le cartel de Sinaloa, l'un des plus puissants que le continent ait jamais connu. Selon l'accusation, il a dans ce cadre commandité de multiples assassinats et enlèvements, allant jusqu'à torturer lui-même ses victimes. Interpellé en janvier 2016 et extradé aux États-Unis 1 an plus tard, El Chapo, qui s'est déjà évadé à 2 reprises du Mexique, est détenu dans une prison ultra sécurisée du sud de Manhattan, avec des visites extrêmement restreintes et la possibilité de sortir de sa cellule 1 heure par jour seulement. Ses avocats dénoncent régulièrement ces conditions de détention et ont demandé à de nombreuses reprises qu'elles soient assouplies, des requêtes régulièrement rejetées par le juge en charge de l'affaire. C'est dans un tweet que le tribunal d'appel de Porto Alegre a annoncé avoir unanimement rejeté un recours technique déposé par l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva qui purge une peine de 12 ans et 1 mois de prison à Curitiba, dans le sud du pays pour corruption et blanchiment d'argent. Après avoir analysé les arguments de la défense, Monsieur le Président, je conclus que l'irrecevabilité de ces recours est manifeste, car les conclusions contestées dans le jugement ne permettent pas à la défense de rouvrir la discussion autour des matières déjà réglées. L'appel examiné ce mercredi était le 3e interjeté devant ce tribunal par Lula et le dernier possible en 2e instance. Suite à ce nouveau rejet, les avocats de l'ancien président peuvent désormais se tourner vers des cours supérieures. Luiz Inácio Lula da Silva, qui est très largement en tête dans les intentions de vote à la présidentielle d'octobre au Brésil, a jusqu'au 15 août prochain pour faire enregistrer sa candidature au nom de son parti des travailleurs. Mais in fine, ce sera le tribunal supérieur électoral qui décidera d'ici le 17 septembre prochain s'il peut s'aligner ou non. Cette annonce a pris de court nombre d'observateurs alors que les dirigeants turcs ont plusieurs fois démenti ces dernières semaines les rumeurs d'élections anticipées. C'est le président Recep Tayyip Erdogan en personne qui a annoncé cette tenue d'élections présidentielles et législatives anticipées pour le 24 juin prochain, soit 1 an et demi avant la date initialement prévue. L'annonce des élections anticipées survient alors que la Turquie est confrontée à un contexte régional difficile avec le débordement du conflit en Syrie et une situation économique délicate. Le président turc, qui a d'ailleurs cité l'accélération des événements en Syrie et la nécessité de prendre rapidement des décisions importantes sur l'économie pour justifier l'accélération du calendrier électoral, a déclaré que le Haut Comité électoral va immédiatement commencer les préparatifs pour ces élections. Selon le calendrier initial, les élections présidentielles et législatives devaient se tenir simultanément le 3 novembre 2019. Le double scrutin présidentiel et législatif est crucial car il marquera l'entrée en vigueur de la plupart des mesures renforçant les prérogatives du chef de l'État adoptées lors d'un référendum constitutionnel en avril 2017.